Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation d'enfants, d'adolescents qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus, ou les deux, aller à l'école. Alors, ça représente une partie importante de la population des mineurs, puisque l'obligation de formation est quasiment jusqu'à 18 ans, au moins jusqu'à 16 voire 18 ans. Hem, Puisque, ce qu'on appelle la phobie scolaire, le refus anxieux, ça correspond à, presque 10 des élèves actuels, et que, le décrochage scolaire qui est plutôt, des enfants qui vont, ne plus aller en classe, mais, dans un climat plus de révolte ou être, ou venir une fois tous les 15 jours, ne pas rendre leur travail, etc. Donc ne plus être dans une démarche d'apprentissage de toute façon, et certainement pas d'assiduité. Alors le chiffre a baissé, il est passé à 7,6, donc pas loin de 8. Donc on est, alors, on va dire, parce que il y a aussi toutes les situations qui ne sont pas nommées comme telles, on peut dire qu'on a au moins 18% d'enfants ou de jeunes, c'est-à-dire près d'un enfant sur 5 qui ne peut plus ou ne veut plus aller à l'école. Donc c'est quand même problématique. Alors, pourquoi? Donc vous avez le cas de ce qu'on appelle, nous, les professionnels de la psychologie, le refus anxieux, ce qu'on appelle la phobie scolaire, mais euh, j'aime pas trop ce terme parce que si on prend le cas de jeunes, d'enfants qui veulent plus, qui peuvent plus aller à l'école parce que c'est quelque chose de très anxiogène, on a la moitié quand même qui ont été victimes de harcèlement et ou de violence à l'école. Donc, le problème, c'est pas l'enfant. Le problème, c'est le contexte. Donc, on va parler de refus anxieux plutôt. Alors, on a souvent des signes physiques, des nausées, des céphalées, des maux de ventre, des vomissements, qui peuvent être même très importants, hein. Vous avez des enfants qui, au moment de partir à l'école, mais vomissent, voilà, de manière irrépressible. Et alors attendez, il faut pas que je fasse bouger le bureau. Euh, donc, on a ces signes physiques qui doivent alerter. Euh, Qu'est-ce qui fait, si vous faites un lien entre le signe et la proximité du moment du retour à l'école, soit parce que c'est le matin même, soit c'est parce que le dimanche soir avant le lundi, etc., c'est que le problème n'est pas physique. Euh, Ça peut être donc une peur liée à un harcèlement, à une violence. Ça peut être une difficulté à quitter un parent alors soit parce que le parent est fragile. Excusez-moi, j'ai fait du bruit. Est fragile parce que il a une maladie, par exemple un cancer, et l'enfant a peur que le parent aille à l'hôpital ou décède pendant son absence. Ça peut être, on le voit aussi dans le cas de parents alcooliques, toxicomanes, où l'enfant est parentifié et veille sur son parent et s'inquiète de ce qu'il va devenir pendant son absence. Ça peut être, dans certains cas, être oublié à l'école. Euh, c'est arrivé qu'il y ait des enfants, bon, pour des raisons X, les parents arrivent bien après l'heure et l'enfant a tellement eu peur que d'être abandonné que c'est, je dirais, engrammé dans sa psyché. Il faut travailler là-dessus. Ça peut être une difficulté tout simplement à se séparer. Là, on est plus sur la maternelle, le CP, quand l'enfant n'a pas vécu la séparation avec la famille, enfin, avec la mère auparavant, parce qu'il n'a pas été en crèche, parce qu'il n'a pas été en halte garderie, parce qu'il n'a pas été en centre de loisirs, parce qu'il n'a pas passé 3 4 jours chez papy-mamie, voilà, à dormir en dehors de chez lui, etc. Et donc, bah, c'est compliqué. Du jour au lendemain, on vous dit, vous allez à l'école.
vous quittez votre cocon, vous allez avec des gens que vous connaissez pas, etc. Et puis enfin, ça peut être tout simplement l'école, ça renvoie une image de je suis pas bon, je suis nul, j'y arrive pas. Euh, Voire ça peut être le révélateur d'un état dépressif ou eh bien, l'apprentissage est d'abord parce qu'il y a une mauvaise estime de soi, mais aussi parce que euh, la dépression est consommatrice d'énergie, on va dire, et que les apprentissages sont difficiles. Donc, toutes ces raisons montrent qu'il y a un intérêt à un suivi, un accompagnement psychologique. Parce que plus on va laisser durer la situation, on peut faire une pause, on peut demander, et dans certains cas c'est nécessaire, hein, demander à son médecin de faire un certificat, un arrêt maladie en fait. Mais il faut pas que ça dure si on met rien en place pour gérer le problème. Donc là, on est sur le refus anxieux qu'on appelle communément la phobie scolaire. Et puis, on a le refus opposant. Là, on est plus sur du secondaire, voire du CM1, CM2. Alors, euh, vous avez des jeunes, enfin des ados, préados, qui s'ennuient. Alors, soit parce qu'ils sont hors potentiel, très haut potentiel, ou soit tout simplement parce que voilà, ils sont un peu en avance par rapport aux autres sur certains apprentissages. Vous avez ces enfants qui rentrent en CP en sachant lire, donc, ils voient pas l'intérêt d'aller à l'école puisqu'ils savent déjà ce qu'on leur enseigne tous les jours. Donc l'ennui, l'impression que c'est redondant, alors c'est particulièrement vrai au collège parce que bon, je suis pas la seule à le dire, le collège c'est vraiment le maillon faible de notre système et donc c'est redondant, si on perd son temps, faut que j'attende que les autres aient fini leur travail, je m'ennuie, et cetera. Donc ça peut être de l'ennui, ça peut être, je suis pas à ma place, je suis dans une formation qui me convient pas, on m'oblige à continuer l'enseignement général alors que moi je voudrais, faire un métier manuel, heu on on m'oblige à, étudier des choses qui m'intéressent pas et là on touche à une autre catégorie, ce sont, ces, ces jeunes qui n'ont pas, connu la frustration avant de rentrer à l'école. Donc l'école, c'est, le lieu, il y a des normes, il y a des exigences, ne serait-ce que parce qu'on est un groupe, donc on peut pas faire du cas par cas toute la journée. Euh, Il y a des règles et donc on dit non. On dit non, on dit c'est comme si, c'est pas comme ça, etc. Et certains enfants, certains jeunes ne connaissent pas ça à la maison. Donc l'école est un lieu de frustration perpétuelle. Donc, comme à la maison, il n'y a pas de relais, comme il n'y a pas de lieu où les choses sont médiatisées, où on explique que normalement, ces règles, ces frustrations, elles auraient déjà dû être mises en place dès la petite enfance, euh, eh bien, le jeune ne supporte pas, et en général, on a des comportements qu'on appelle disruptifs, et explosifs, où le jeune va, alors, ça peut être menacer le professeur, renverser, moi j'ai connu des élèves parce que j'ai enseigné en ITEP, qui jetaient la chaise, la table, parce que, euh, parce que, je sais pas, parce qu'on avait dit qu'il fallait faire l'exercice 1 avant l'exercice 2. Euh, et donc, ce sont des jeunes qu'on retrouve plus dans des schémas de décrochage scolaire, qui vont être dans l'évitement, évitement de la frustration. Et puis vous avez des jeunes qui sont majoritairement, alors soit dans le rejet de la frustration, soit dans l'évitement de l'anxiété, et qui considèrent que la maison, c'est un cocon gratifiant. Il y a ma chambre, mon ordinateur, mon smartphone, ma musique, mes copains à distance, et, euh, et je me sens bien, et ça m'évite d'affronter la réalité de l'extérieur. Alors, vous avez, en tout cas à partir de 10 ans, vous avez
des enfants, des ados qui vont vous dire j'ai la solution. Et malheureusement, la plupart du temps, la solution n'est pas la bonne. Alors, il va vous dire je peux me débrouiller tout seul, faire mes cours tout seul. Quelquefois, ça marche au début. Au début. Pourquoi? Parce que pour apprendre, il faut accepter, un, que l'on ne sait pas, et deux, qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que vous. C'est le principe de la transmission, même si on est beaucoup aujourd'hui dans l'éducation. Mais on transmet. Et pour transmettre, il faut qu'il y en ait un qui ne sache pas et l'autre qui sait. Donc, ça ne fonctionne pas au bout d'un moment. Certains vont dire je vais. Il faut m'inscrire au CNED, Centre national d'enseignement à distance. Bon, déjà, c'est pas particulièrement adapté en maternelle. Et puis au lycée, tout se fait sur une plateforme numérique. Euh, il n'y a plus de cours papier et donc le jeune doit être toute la journée à cliquer. Ce ne sont pas des vidéos de cours non plus. Donc il clique, il fait des QCM, il relie des points en ligne, enfin, etc. C'est pas du tout mobilisateur. Ça peut mener à un retrait social. Et si vous avez déjà une personnalité anxieuse ou une personnalité qui refuse les normes, les règles, ben, le retrait social, ça va que renforcer la problématique. Euh, le problème aussi ben, on va faire classe à la maison avec papa-maman et c'est papa-maman qui va être le professeur. À l'adolescence, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que l'adolescence, on s'oppose aux parents pour se construire. Donc, si c'est le parent qui est aussi le professeur, ben on s'oppose aux parents et on s'oppose au professeur. Donc, en termes d'apprentissage, c'est pas idéal. Et puis, vous avez la situation du chantage. Je retourne à l'école si tu acceptes que. Et ça, je vous déconseille de rentrer là-dedans parce que là aussi, ça renverse le rôle. C'est aux parents de dire quelles sont les règles, c'est pas à l'enfant de dicter la règle à l'adulte. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme bonne réponse, vous allez me dire? Ben, travailler sur l'anxiété, hein. L'anxiété liée au harcèlement, l'anxiété liée. Alors évidemment, il faut intervenir aussi sur la question d'une manière concrète avec l'établissement scolaire sur le harcèlement, mais travailler sur l'anxiété de séparation, travailler sur l'anxiété de frustration, travailler sur l'anxiété liée à la mésestime de soi, travailler sur la dépression s'il y a une dépression, travailler sur la séparation mère-enfant, euh, travailler sur ce qu'on appelle la castration symbolique, c'est-à-dire le non, euh, et l'intégration de ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire la partie de la psyché qui sait que il y a des normes collectives, qui sait qu'il y a une morale, il y a du bien, il y a du mal, etc. Et quand c'est pas intégré, ben on peut pas se socialiser. Et l'école est un des lieux de socialisation dans notre pays. Il faut pas hésiter à prendre son temps. On ne peut pas trouver quelque chose d'aussi important que ça, une réponse en une semaine, 15 jours. C'est pour ça que le certificat médical d'un pédiatre, d'un pédopsychiatre, alors c'est encore mieux, mais euh, peut être une solution transitoire en attendant de mettre en place des choses. Alors ça, on est sur une réponse psychologique individuelle. Après, il y a des réponses entre guillemets réseau. Alors évidemment, donc le travail sur le harcèlement avec l'établissement scolaire, l'équipe éducative, pour éviter l'espèce de triple peine, c'est injuste, j'ai honte, et en plus, à la limite, c'est moi qui vais changer d'établissement et c'est pas le harceleur qui va être puni. Donc, pour rétablir la justice, justement, ça c'est important pour la structure psychologique, pour pas la structure psychologique, pour la construction et la réparation psychologique. Dans le cas du haut potentiel, ben, faire connaître le haut potentiel à l'équipe éducative. Moi, je vois souvent la réponse, c'est ben,
Si tu as fini avant les autres, ben regarde, je te donne une autre banque d'exercices qui sont d'ailleurs d'un même niveau, mais tu vas faire encore plus d'exercices, alors qu'un un enfant à haut potentiel, il n'a pas besoin d'en faire plus. Au contraire, au bout d'1 ou 2 exercices, il a compris. Donc, tout ce qu'il a compris, c'est qu'on va lui donner plus de travail, qui l'intéresse pas, s'il a fini plus vite. Donc, par exemple, faire comprendre, l'intérêt de travailler autrement, l'enrichissement, des fois, il suffit de fournir une banque de lecture, de revues, de livres, une banque pour faire un exposé, etc. Moi, bon, je vais pas m'étaler, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Euh, et puis, bon, après, il y a toute la question de saut de classe ou faire une partie des matières dans une classe à un autre niveau, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire en réseau. On peut aménager la scolarité. Alors là, ça devient compliqué parce que l'institution éducation nationale, c'est, est assez monolithique dans son fonctionnement général. Je pense que là, il y a beaucoup d'enseignants qui sont eux-mêmes bloqués là-dedans, mais proposer des temps partiels, proposer des micro-lycées quand ça existe dans le département, proposer pour les plus âgés une école de la deuxième chance, pour proposer euh, des cours à la maison. Alors là, c'est encore plus rare, mais il y a un système qui s'appelle la PAD pour donner des cours à la maison par des professeurs de l'établissement, orientés vers une école privée hors contrat, etc., etc. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place pour les plus âgés, pour ou tout simplement voir une réorientation. Euh, mais dans tous les cas, rescolariser un enfant ou un adolescent sans avoir réduit le problème d'origine, on va, euh, j'allais dire, au clash, mais ça peut aller très loin, c'est on augmente le risque suicidaire. Et ça, on peut pas se le permettre. Voilà. Bon, ben on se retrouve pour une autre vidéo sur un autre thème, sur un autre thème. À bientôt.